On arrive à la dernière partie de cette matinée. Vous connaissez évidemment Laurent Bliot, le patron du marketing et de la R&D à TF1 Pub. Il a souvent les idées claires et il voit juste ce matin. Laurent va insister sur le contexte pour une marque. Et on l'a déjà dit, la pub doit s'insérer dans un environnement engageant. En clair, il va nous donner des indications pour partir efficacement à la conquête du consommateur citoyen. Merci d'accueillir Laurent. Alors bonjour à tous, merci Romain. Bon, je crois que les intervenants avaient les idées tellement claires que finalement ça va être assez facile pour moi. Alors effectivement, le consommateur citoyen, mais en fait ça peut paraître parfois un peu paradoxal, mais ce que je retiens des interventions finalement, c'est que il y a avant tout une demande de transparence, c'est-à-dire qu'on veut savoir ce qu'on consomme, et on ne veut plus entendre trop d'histoires. Donc effectivement, c'est la transparence qui est la clé de la confiance, et tous les économistes le disent, ça a été dit ce matin, c'est la confiance qui est indispensable et qui est un moteur, on va dire, de l'économie et du business. Donc vraiment, c'est ça qui va nous permettre à tous de regagner la confiance, puisqu'on a vu qu'elle avait quand même baissé envers les marques, mais aussi envers les médias, pour recréer un nouveau cercle vertueux. Alors finalement, ça a été dit aussi notamment par Monsieur Attali dès l'ouverture, mais en fait on est tous un peu double finalement, puisque on est des consommateurs et puis on est aussi des mercenaires, c'est le mot qu'il a utilisé. Mais dans une relation B2B comme nous, une régie de publicité, on peut avoir avec les clients, ben, finalement la confiance et la transparence, c'est aussi un élément très central, puisque au fond, même quand on fait du business, on est encore des êtres humains. Donc, vraiment, ça, c'est un credo qu'on a très fortement en nous. Et c'est vrai que, comme l'environnement média est devenu de plus en plus complexe, le digital, qui est un genre de métamédia, effectivement, on a pu voir quelques abus en brand safety, etc., etc., trop de publicité, parfois pas très qualitative, et finalement, il y a une espèce de, peut-être qu'il y a un peu trop de publicité, ou peut-être que la publicité n'est pas toujours très pertinente. Donc vraiment, ça aussi, c'est quelque chose où nous, en tant que régie, on essaie de vous donner plus de clés pour mesurer l'impact de vos communications. Ça a été dit par Antoine, notamment avec les nouvelles capacités de ciblage qu'on vous propose, qui sont donc adaptées à des postures très transversales. Mais c'est vrai aussi pour tous les travaux qu'on essaie de conduire avec vous, d'ailleurs, bien souvent, sur l'efficacité. Puisque finalement, l'image précède les ventes, a-t-on coutume de dire. Et c'est vrai qu'il y a toujours un débat pour vous entre je dois construire, je dois nourrir ma brand equity, ma préférence de marque, mais je dois aussi faire en sorte que mes produits sortent vite des rayons. Enfin, quand c'est des PGC, puisque tout le monde n'est pas dans des rayons. Mais effectivement, est-ce qu'il faut faire du micro-ciblage comme certains en sont partisans? Est-ce qu'il faut au contraire avoir un média planning plus massif? En fait, tout dépend du stade de vie du produit, où est-ce qu'on en est, quels sont les objectifs. Mais ce qui nous appartient à tous, et là où il nous appartient à tous de progresser, c'est pour mesurer le réel impact de la communication qu'on fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurai l'occasion de le redire en 2 mots, mais on est encore dans un marché qui est beaucoup trop axé sur des critères de rapport entre l'argent et les contacts. Voilà, j'ai dépensé tant, j'ai obtenu tant de GRP, de millions d'impressions, etc. Et c'est vrai que cette vision un peu mécanique, finalement, je trouve que c'est une vision qui ne vous dit rien, finalement, sur la façon dont vous avez construit votre marque, et qui ne vous dit rien non plus sur l'efficacité, puisque, oui, il y a des audiences bon marché qui ont pas un très bon ROI, il y a aussi des audiences plus chères qui ont un très bon ROI, mais il y a aussi des audiences très chères qui ont un mauvais ROI, etc. Donc, c'est vrai que là où on se sent un petit peu mobilisé, nous, en tant qu'intervenants quand même relativement importants dans le marché de la publicité, c'est pour nous amener tous à essayer de construire des nouveaux KPIs qui sont plus
qui repose plus sur l'efficacité que sur le rapport entre de l'argent et de l'audience. Alors vous voyez cette petite jauge finalement se balader de l'un à l'autre, puisque ce débat entre construire la préférence de marque, avoir des communications assez massives et à l'inverse être dans une démarche de micro-ciblage, de ciblage data, ce qui est quelque chose qui est aussi pertinent, et ben c'est deux théories essentielles de marketing qui s'opposent, les fameux qu'on a tous appris à l'école, Kotler et Sharp un peu moins, enfin en tout cas ce qui me concerne parce que j'étais déjà un peu trop vieux, mais ils s'opposent sur exactement cette théorie de est-ce qu'il faut faire du micro-ciblage, est-ce qu'il faut communiquer large. Mais en fait, vous voyez où est le curseur, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort, c'est plutôt en fonction d'où on en est du stade de vie de son produit, eh bien on doit actionner et combiner des leviers différents pour obtenir de l'efficacité. Et de l'efficacité, alors de l'efficacité c'est quoi en fait? Ben, ça dépend de votre objectif. Si vous avez un besoin de nourrir votre brand equity, ben, c'est ça qu'il faudra mesurer. Si vous avez besoin de vendre vite avec un très bon ROI instantané, eh bien c'est ce critère-là qu'il va falloir vous aider à mesurer. Donc c'est un peu la démarche qu'on essaie d'entreprendre à TF1 Publicité avec notamment mon camarade Antoine qui vous a parlé des cibles précédemment. Donc c'est vrai que y en a un qui dit la croissance de la marque via la relation client sur les clients fidèles, la fidélisation, le micro-targeting. C'est Monsieur Kotler. Et puis il y en a un autre qui dit mais vous savez quoi en tout cas pour les produits de grande consommation, pour les produits massifs, il y a tellement de consommateurs occasionnels qui pèsent tellement lourd finalement dans les ventes que si vous n'allez pas élargir sans cesse votre média planning, ben, finalement vous allez perdre des ventes. Et il faisait un exemple avec Coca-Cola, mais comme c'était il y a 10 ans, les chiffres sont peut-être plus exacts, mais pour reprendre quelque chose qui a été cité par Antoine sur les yaourts et les ménagères avec enfants, pourquoi les yaourts ciblent les ménagères avec enfants ? Même les yaourts pas pour enfants, hein. Mais c'est parce qu'effectivement, c'est une cible qui pèse même pas 20% de la population adulte en France, mais qui pèse 45% des quantités achetées de yaourts. Bah donc c'est un genre de cible mot compte double, voire mot compte triple. Seulement on comprend tout de suite qu'il y a 55% des quantités achetées de yaourts qui sont achetées par d'autres personnes que des ménagères avec enfants. Parce qu'effectivement, même s'ils ont une moindre propension à acheter des yaourts, ils sont tellement nombreux qu'ils achètent plus de yaourts. Voilà. Donc, tout le dilemme est là, finalement, de comment il faut procéder à son média planning. Et alors, même si on va dans des, on va dire, des produits avec un peu plus de... où c'est pas aussi rapide comme décision d'achat qu'un yaourt, les marques de luxe, que ce soit l'automobile ou d'autres, finalement, qu'est-ce qui fait la désirabilité d'une marque de luxe pour nous tous ? À la fois, c'est la brand equity qu'elle a construite auprès de nous tous, mais c'est la brand equity qu'elle a construite auprès des gens qui ne peuvent pas l'acquérir. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très bien connu et très bien utilisé par effectivement ces marques-là. Donc, d'un côté, il faut fidéliser, mais de l'autre côté, il faut continuer à conquérir. C'est là tout le dilemme, et effectivement, en fonction du moment où on est, de la vie du produit, eh bien, on actionne et on combine les leviers différemment, puisque les médias, quels qu'ils soient, ils ont un impact par eux-mêmes, mais ils créent des synergies quand on les combine judicieusement. On sait par exemple que quand on a des mots-clés sur Google et qu'en même temps on a une campagne de télé ou d'affichage, enfin d'un média vraiment massif, eh ben, les mots-clés ils font x2 en recherche, voire x3, voire x4. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, quand vous avez des mots-clés sur Google, ça nourrit peut-être pas forcément votre brand equity. Voilà. Donc, il y a des duos et des assemblages comme ça qu'il faut apprendre à combiner. Mais le problème, c'est sûr que c'est plus difficile à mesurer que simplement combien j'ai payé pour combien d'audience j'ai fait. Donc, au milieu de ça, effectivement, notre responsabilité, c'est de vous aider à combiner ces leviers par des études qu'on fait, des tests avec, encore une fois, pas mal d'entre vous, mais aussi notre responsabilité, et je pense que vous l'avez vu évoluer depuis quelques années, c'est de construire l'offre qui vous permette finalement, où que vous en soyez de vos questionnements et de votre ciblage, finalement, vous trouverez toujours quelque chose chez nous qui va vous aider à faire progresser soit votre brand equity, soit vos ventes, soit les deux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a construit
dans cet objectif-là, en allant du média le plus massif, comme TF1, en passant par des médias un peu plus ciblés pour aller jusqu'à des médias de micro-targeting, puisque oui, le ciblage data, c'est efficace. Mais à mon avis, le ciblage data ne serait rien s'il n'y avait pas de la brand equity. C'est-à-dire, on vous fait un ciblage data sur une marque que vous ne connaissez pas, qui ne vous inspire rien, je ne suis pas sûr que vous allez en acheter beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en tant que média, il faut qu'on soit quand même un peu modeste, puisque quand même, la brand equity, elle se construit grâce à l'aide des médias, mais ce qui est important quand même avant tout, c'est ce qu'on raconte à son public finalement. La teneur du message, bien sûr, elle est reconnue comme étant dominante par rapport au tuyau dans lequel on achemine ce message. Néanmoins, on a quand même des atouts pour vous aider sur la brand equity et sur la façon de vous ancrer votre marque. Enfin, quand je dis nous, c'est les médias en général. Hein. C'est le brand content, où effectivement, vous voyez quelques petits exemples ici qui montrent que là, et d'ailleurs ça se voit en parrainage et on le mesure quasiment quotidiennement en parrainage, si vous associez votre marque à une émission dont les valeurs sont reconnues, bien identifiées, que vous faites un bon billboard et que votre marque est en congruence avec l'émission, eh bien vous allez avoir un transfert de valeurs. Les valeurs qui sont reconnues à l'émission vont être reconnues à votre marque. Et alors quand on fait du brand content, on va encore plus loin, puisque là effectivement la construction du contenu éditorial, elle est parfaitement raccord et sans couture avec la brand equity. Mais revenons effectivement à notre quotidien, qui est quand même la publicité classique dans les écrans ou dans des mid-rolls ou à la radio. En fait, c'est ce que je disais un peu en introduction. Notre ambition, c'est effectivement, avec le CESP, Médiamétrie, vous tous, l'Union des marques, c'est de faire évoluer le marché. D'ailleurs, l'Union des marques s'est engagée dans une démarche très intéressante sur l'efficacité, faire évoluer les KPIs, puisqu'effectivement, le rapport entre le prix et l'audience, ça suffit plus du tout. Donc, il faut on va continuer à le regarder, mais il faut qu'on aille de plus en plus vers des KPIs qui vont vous aider à vraiment mesurer votre performance, votre efficacité, votre ROI. Et encore une fois, l'efficacité, c'est pas dans l'absolu, c'est en fonction des objectifs que vous avez. Alors, pour conclure, c'est vrai que Antoine vous a parlé de la possibilité d'optimiser les cibles data en télé. C'est déjà un très gros levier, vous avez vu les résultats sur les ventes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme la réglementation n'a pas encore changé, on ne peut qu'optimiser, on ne peut pas faire en sorte que les gens qui ne sont pas dans la cible ne voient pas le message. Voilà. Peut-être demain on le pourra, puisque vous savez que ces modalités sont en cours de discussion dans prochains changements de réglementation qui me concernent. Mais alors ça, vraiment, la télévision segmentée ou l'addressable TV, comme c'est son nom dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, c'est tous les atouts de la télévision, la brand safety, etc., le grand écran, enfin tout ce que vous connaissez, le bon message à la bonne personne. Donc, c'est mieux pour vous les clients, puisque effectivement, vous avez moins de déperditions pour certains de vos produits, vous pouvez vraiment ajuster mieux vos investissements, ça fait baisser le ticket d'entrée pour certains d'entre vous, puisque on va vous vendre que de l'audience qui sera strictement utile, donc peut-être de l'audience plus chère au kilo, mais un ticket d'entrée moins gros parce que moins d'audience. C'est bon pour les téléspectateurs parce qu'à moyen terme, ça veut dire moins de publicité en fait. Moins de publicité et de la publicité plus concernante. Et je pense que ça aussi, c'est un acte de responsabilité de s'engager là-dedans, puisque effectivement, les consommateurs peuvent être un peu saturés de publicité en général. Et enfin, c'est bon pour nous, puisque ça nous permettra de mieux optimiser nos inventaires. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous avant de laisser la place à Sylvia qui va conclure sur une vision un peu plus large des engagements de TF1 Publicité. Merci Laurent.